Tous les films suivent un point de vue, mais il est plutôt rare qu'un film essaie d'obtenir une narration omnisciente. Et s'il y a pour moi un film qui définirait l'utilisation d'une narration omnisciente, l'utilisant pour étoffer ses personnages, ses thèmes, mais aussi pour contextualiser le Mexique des années 2000, et ben ce film, c'est Y tu mamá también. Dans ce film, Alfonso Cuarón va expérimenter une forme de narration atypique. À plusieurs moments du film, une voix off de narrateur remplace tout bruit ambiant. El presidente se fue una hora más tarde. Pour venir détailler un aspect de la séquence. Cet aspect-là peut être par exemple les liens entre les personnages. Su hermana Manuela, mejor conocida como La Boinas, estudiaba ciencias políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ou ce qui se passe dans leur tête. Tenoch pensó que nunca había visitado Tepelmeme, el pueblo natal de Leodegaria Victoria, Leo, su nana. La description d'un fait divers passé. Si hubieran pasado por este mismo lugar 10 años antes, se habrían topado con un par de jaulas tiradas sobre el pavimento. Ou encore l'explication d'un contexte politique. Al verano siguiente, el partido oficial perdió las elecciones presidenciales por primera vez en 71 años. Alors évidemment, la voix off au cinéma n'a rien de nouveau, ni de rare. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Mais elle est majoritairement associée à un personnage. On pense évidemment au film de Scorsese narré avec le fameux flux de pensée du protagoniste, ou encore les réflexions philosophiques des personnages des films de Terrence Malick. Mais les films optant pour un narrateur propre qui n'est pas un des personnages du film sont finalement un peu plus rares. Kubrick a utilisé ce processus-là dans The Killing, où un narrateur va décrire les différents événements qui donc vont composer le braquage du film. Tarantino utilise ça à multiples reprises, notamment dans le film Inglourious Bastard, où la voix de Samuel L. Jackson sert à faire l'introduction du personnage d'Hugo Stiglitz. The reason for Hugo Stiglitz's celebrity among German soldiers is simple. As a German enlisted man, he killed 13 Gestapo officers. Dans tous ces exemples, le narrateur, bien qu'étant extérieur à l'histoire, permet quand même de développer l'intrigue ou les personnages du film. Et c'est en ça que Y tu mamá también est un cas unique, car certaines de ces apartés sont en apparence sans aucun lien avec le reste du film. Pourquoi nous décrire un accident de la route impliquant un camion qui transportait des poulets survenus il y a 10 ans sur cette route? C'est uniquement pour développer le contexte. Car le film est certes l'histoire d'un road trip entre deux jeunes amis et une femme plus mature qu'eux, mais c'est aussi et surtout une photographie du Mexique de l'époque, et les interventions du narrateur vont servir à appuyer justement cette photographie. Comme avec cet aparté où le narrateur détaille les causes de cet embouteillage. Había sido provocado por un peatón atropellado. En 30 secondes, on va apprendre par exemple qu'il y a eu 3 manifestations à Mexico durant cette journée banale, que l'homme mort renversé par un bus avait effectué en fait un exode rural, que l'urbanisme de Mexico est déplorable et met les piétons en danger, et qu'au Mexique, on meurt dans l'indifférence totale. Ceci peut sembler hors de propos, mais ça appuie en sous-marin le thème du film, l'hypocrisie, et ça permet aux spectateurs de justement ne pas faire partie de cette mascarade. Nous allons suivre des jeunes qui ne pensent qu'au sexe et à s'amuser, mais justement il ne faut pas oublier au détriment de quoi ils s'amusent. Au détriment de mort, de la corruption, de l'injustice et d'inégalité. Et d'ailleurs la relation entre ces deux protagonistes est totalement hypocrite. Ils ont des codes, mais ils ne les respectent pas, ils se mentent depuis longtemps, et c'est même l'hypocrisie face au désir qu'ils éprouvent l'un pour l'autre qui aura raison de leur amitié. Et la voix off du narrateur est à chaque fois là pour dévoiler cette hypocrisie. Dénué de tout point de vue, le narrateur expose ce que personne d'autre accepte de mentionner. Comme ce passage qui décrit l'emploi du temps du président mexicain et sa déclaration pour déplorer le massacre de Serra Verde. A las 10 de la mañana del día siguiente, manifestaría su indignación por la masacre en Cerro Verde. Un massacre orchestré par les gouvernements américains et mexicains, ce que le narrateur s'autorise évidemment à révéler. Negando la participación del gobernador del estado en lo sucedido. Ce film a une place particulière dans la filmographie d'Alfonso Cuarón. Il intervient après un échec à Hollywood, le film Deux Grandes Espérances, et sonne donc comme un retour aux sources. Un retour aux sources certes, mais qui a quand même une velléité de réussir à plaire à l'international. Et c'est je pense cette démarche de contextualisation qui apporte justement au film une réelle accessibilité pour tous les pays du monde, permettant à n'importe quel spectateur de se familiariser avec ce Mexique-là et de comprendre ce que l'image seule n'aurait pas nécessairement réussi à raconter. Cette voix off permet à tout le monde de passer de l'autre côté de la façade de cette épopée paradisiaque. Et d'ailleurs, c'est devenu un des films mexicains les plus populaires dans le monde. Cette démarche ressemble à celle d'un autre film sorti un tout petit peu avant, Y tu mamá también, un film qui a eu un rayonnement impressionnant à l'international et où un narrateur dépeint des événements totalement déconnectés de l'intrigue ou des personnages. Ce film, c'est Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. À la même seconde, à la terrasse
terrasse d'un restaurant, à 2 pas du moulin de la Galette, le vent s'engouffrait comme par magie sous une nappe, faisant danser les vers sans que personne ne s'en aperçoive. Alors, même si c'est pour accentuer son postulat de fable, les narrations d'André Dussolier ont cette résonance de dépeindre un quartier et un état du monde, comme Itumama Tambien décrit son pays et son hypocrisie. Sauf que d'un côté, Jean-Pierre Jeunet offre le portrait d'un Montmartre poétique, doux amer, où la vie est composée à chaque seconde d'une multitude de petits événements aussi anodins que cruciaux, et tantôt cruels, tantôt magiques. Et de l'autre, Cuarón dépeint un pays rongé de l'intérieur, mortifère, qui n'arrive pas à s'émanciper de ce vieux démon qu'est la corruption. Deux résultats radicalement différents, mais qui aident à rendre les films abordables pour une audience internationale. Ces voix off ont donc deux buts, contextualiser les environnements des films et véhiculer les thèmes proposés par les réalisateurs. L'hypocrisie des façades et la dualité sociale de son pays pour Alfonso Cuarón, et l'importance des détails anodins dans la vie pour Jean-Pierre Jeunet. Alfonso Cuarón ne réutilisera pas cette technique de narration par voix off dans le reste de sa filmographie, mais il va continuer de développer cette volonté de filmer les contextes autant que les personnages qui évoluent dedans. La manière dont Cuarón met en scène Itumama Tambien complète parfaitement cette narration omnisciente par la voix off. Il filme toujours les personnages de manière large, ne les détachant jamais du contexte qui les entoure. La caméra semble avoir ses propres raisons de se déplacer, et il n'est pas rare qu'elle continue une séquence en nous révélant l'envers du décor de la scène que nous venons de voir. Comme ici où après avoir assisté à un mariage d'une famille influente, on va suivre une servante qui amène à manger aux multiples chauffeurs de tous les invités, révélant la face cachée de la haute société mexicaine. Pareil dans ce restaurant où l'on va suivre jusque dans les cuisines cette vieille femme, nous permettant donc de découvrir la famille qui tient le restaurant, qui danse et qui fait la plonge, nous permettant donc de découvrir l'envers du décor, ce que les touristes ne voient pas. Mais même sans quitter réellement les protagonistes, Cuarón insiste toujours pour filmer vraiment autour d'eux, comme ce plan séquence en voiture, où l'on continue d'entendre les dialogues des personnages alors que nous perdons quasiment de vue leur voiture. Cette distance vis-à-vis des personnages nous permet de nous plonger totalement dans ce Mexique rural, pauvre, mais toujours folklorique. Et cette image de camion décoré va faire écho avec la voiture de mariée que l'on a vue précédemment, qui elle faisait donc écho au faste du mariage vu avant dans le film. Par l'accumulation de ces images qui n'impliquent pas les protagonistes, Cuarón arrive à nous fournir une vision multiple du Mexique. Et plus les personnages s'approchent des plages paradisiaques, plus Cuarón va contrebalancer la beauté des panoramas par l'oppression de la police. Cette oppression ne sera jamais fait mention par aucun des personnages principaux, parce que eux c'est leur quotidien, et évidemment ils ne la soulignent pas. Mais la caméra, elle, va appuyer à de multiples reprises la bipolarité de ce pays. Un pays paradisiaque, mais gâché par ses puissants. Cette manière de filmer va devenir un peu la marque de fabrique de Cuarón qu'il va façonner durant le reste de sa carrière. Sans discours particulièrement politique ce coup-ci, il l'utilise pour nous plonger de manière encore plus vivace dans le monde des sorciers de Harry Potter. Avec ses plans qui ne démarrent pas sur les personnages, Cuarón enrichit notre imaginaire. Un sorcier touillant son café à distance, un autre rangeant des chaises par magie, ou encore cette fameuse femme de chambre qui se prend une soufflante d'une créature magique. Le contexte est toujours primordial pour Cuarón, et même quand ces personnages sont le centre de la scène, il s'oblige à le développer quand même. Ce plan séquence où Arthur Wesley raconte la backstory de Sirius Black n'est donc pas un simple chant contre chant, mais évidemment une déambulation au cœur du chaudron baveur permettant, si on fait attention à l'arrière-champ, de découvrir comment les sorciers prennent leur petit déjeuner, avec cette théière volante par exemple. Il continuera un peu ce procédé à Poudlard en s'amusant par exemple des fantômes, et ensuite à Préolard où il utilisera justement le prétexte qu'Harry Potter est invisible, pour ne pas avoir besoin de filmer de personnages en particulier, mais justement uniquement le contexte de ce village de sorciers, même si malheureusement ce plan manque un tout petit peu de détails. Dans le film, Cuarón insiste aussi pour contextualiser le temps qui passe, avec ses scènes de changement de saison par exemple, ce qui n'est absolument pas anodin car durant une année scolaire, les saisons indiquent quand même où nous en sommes. Mais c'est pour moi dans son film d'après, Les Fils de l'Homme, que Cuarón va marquer l'apogée de ce style omniscient. Le film se situe dans une dystopie proche où l'humanité n'a pas eu de naissance depuis 18 ans. Souvent au cinéma, un contexte aussi fort va être raconté par une voix off au début du film ou par un texte explicatif. Within weeks, the T-virus had consumed the United States. Cuarón n'utilisera jamais cela. Ce contexte fort ne sera jamais installé autrement que par l'environnement que filme Cuarón. Dès la première seconde, il pose la problématique de la stérilité du monde avec la mort du plus jeune humain à la télé. Mais ce que ce postulat implique ne sera que dépeint par l'univers dans lequel les personnages évoluent. Un Londres influencé par l'Asie avec par exemple des tuk-tuk dans les rues, mais aussi un Londres sale, un Londres pollué où l'on doit porter des masques pour se déplacer, et c'est ensuite par petites touches que Cuarón va nous familiariser avec le contexte social. L'Angleterre est soi-disant un des rares pays à ne pas avoir sombré, enfin c'est ce que la propagande prétend, et tout de suite après, le train blindé est attaqué par des gens. Le contraste entre l'assurance de l'état militaire
et des contestataires frappent tout de suite, et font comprendre que rien n'est aussi simple que dans ce que la propagande affirme. Ceci renforce donc l'impact de l'explosion de la bombe dans la première séquence du film. En sortant du train et en continuant de suivre le personnage principal, la caméra de Cuarón va nous faire voir des gens en cage, des immigrés. Ces immigrés installent encore une fois du contexte. Et la caméra va même décrocher du personnage principal pour terminer sur cette vieille femme derrière des grilles parlant une langue étrangère. C'est une image ultra forte qui évidemment fait appel à des images de déportation durant la Seconde Guerre mondiale. Ce sont quelques petites secondes qui ne servent absolument pas à la trame de l'histoire, mais qui sont d'une efficacité redoutable pour installer le contexte de cet état fasciste auquel il ne faut pas se fier. Le personnage repassera d'ailleurs devant ces gens en cage, mais cette fois la caméra va le quitter encore plus longtemps pour découvrir par exemple des contrôles d'identité, mais aussi la destruction d'un bidonville, et dans le montage, le plan d'après commence sur un mausolée à la mémoire de Baby Diego, le plus jeune humain décédé la veille, avant de retrouver le personnage de Clive Owen. Les déplacements des personnages dans le film sont toujours propices à enrichir le monde présenté. On va voir par exemple une rue bondée avec le panneau « Signaler les immigrants illégaux », puis juste ensuite on va voir un groupe de prières qui appelle à se repentir, nous donnant une idée de l'état d'esprit du monde. Ce trajet n'est donc pas juste narratif, il est contextuel, notamment grâce au contraste qu'on va découvrir avec le monde des riches. Un monde propre, un monde élégamment militarisé comparé au CRS en armure des autres quartiers, mais surtout un monde décadent d'opulence, avec des gens qui baladent des zèbres et des chameaux. Ce zèbre et ce chameau dans l'arrière-plan renforcent parfaitement le propos sur l'immigration, nous montrant deux types de migrants, les pauvres qui finissent en cage, et les riches qui peuvent même se balader avec leurs animaux exotiques dans leur jardin. Cette décadence sera accentuée par la découverte du cousin de Théo devant le David de Michel-Ange, qui ensuite possède Guernica, la fameuse peinture de Picasso, dans sa salle à manger. Cette possession anodine d'œuvres d'art marquantes de notre monde par un particulier nous permet de prendre la mesure de l'effondrement global du monde et de l'écart aberrant des richesses. Tout ça perpétue la capacité de Cuarón à nous présenter l'intégralité de ce monde sans jamais rien nous dire. Le discours social du film n'a jamais besoin d'être verbalisé, le monde parle de lui-même. C'est une belle évolution par rapport à Y tu mamá también où la voix off est encore nécessaire pour réussir à appuyer son discours. Roma, son dernier film, montrera l'évolution finale du style de narration omnisciente de Cuarón. Ici, même plus besoin de quitter le personnage pour filmer l'environnement et décrire un contexte. Cuarón fusionne le tout avec même un glissement plus marqué vers le symbolisme, déjà présent dans Gravity, qui vient donc remplacer ce besoin de contexte. Le symbole de l'eau, du ciel, de la merde, raconte plus le sujet du film que n'importe quel contexte politique ou social du Mexique de l'époque. Et je vous invite à découvrir les vidéos de Monsieur Bobine sur le symbolisme dans le cinéma de Cuarón qui vont parfaitement compléter la mienne. Dans Roma, le seul moment où Cuarón quitte son personnage et revient à sa narration omnisciente, c'est pour s'attarder sur un étudiant mort suite au massacre du Corpus Christi. Mais c'est bien moindre comparé à tout ce qu'il aurait pu vouloir contextualiser sur un film se déroulant au Mexique dans les années 70. En fait, Cuarón, film après film, a je pense pris de plus en plus confiance dans son cinéma, mais aussi dans son public. Petit à petit, il a mélangé la contextualisation avec le parcours de son personnage, pour créer une cohabitation invisible entre les deux. Roma est je pense justement un film compliqué à aborder pour ça. Il combine trame, contexte et symbolisme au sein des mêmes plans, demandant en plus de l'attention du spectateur et d'une connexion émotionnelle, un déchiffrage de symboles en temps réel. C'est peut-être un peu trop jusqu'au boutiste, là où je trouve l'équilibre des Fils de l'Homme bien plus abordable. N'empêche qu'au fur et à mesure de sa carrière, Cuarón a réellement dépouillé sa mise en scène et son style de différents artifices, comme la voix off dans Y tu mamá también ou ces fameux plans qui donc s'écartent des personnages pour nous montrer quelque chose d'autre, pour finir par finalement toucher une forme de quintessence de sa mise en scène. Et il donne l'impression de s'approcher de plus en plus d'une forme de pur cinéma. Cuarón est un réalisateur fortement inspiré par Murnau, réalisateur allemand des années 20, pionnier dans le cinéma muet, à qui j'ai consacré une vidéo et qui complétera parfaitement celle-ci. N'hésitez pas à soutenir cette vidéo avec le fameux pouce bleu, à vous abonner avec la cloche pour ne pas rater d'autres vidéos de cet acabit, et à commenter pour compléter et enrichir cette analyse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et d'ici la prochaine, bonne toile!